Bonjour à tous, bienvenue sur ce live de la galère. Encore une fois, merci à tous de nous suivre en live ou sur le podcast et sur YouTube. Ces lives de la galère, c'est pour savoir comment les entrepreneurs arrivent à négocier la crise. Donc, on est sur un format plus court que le podcast la galère traditionnelle. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'être avec Raphaël, cofondateur et CEO de Totem. Salut Raph. Salut, merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Et Raph qui était dans une situation très particulière qu'il va nous raconter, vu qu'il faisait du B2, enfin, il faisait de la livraison en B2B de produits d'alimentation. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était un petit peu difficile pendant la crise, mais il a fait un pivot magistral en très peu de temps qui va nous raconter pendant ce podcast. Donc déjà, Raph, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Raphaël. J'ai fait d'ailleurs la même école que toi, David. J'ai décidé du coup de lancer ma boîte en fait pendant ma dernière année d'études, vraiment à la mano. Ça a commencé, pour la petite histoire du coup de Totem, ça a commencé à Berkeley, à San Francisco. Au début, on a trouvé deux entreprises qui voulaient proposer du snacking, du café, des meilleurs produits à leurs employés. Et puis, on les a vraiment livrés un peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'on envoyait un questionnaire le vendredi, on faisait les courses le week-end, on livrait en Uber le lundi matin. On ne faisait pas de marge au début. Et puis, on a commencé comme ça. On s'est fait 6 000 euros en 5 semaines. Et en fait, c'est quand on est rentré en France en janvier 2017, donc maintenant il y a un tout petit peu plus de 3 ans, qu'on a commencé à vouloir vraiment lancer, disons, l'aventure de manière un peu plus sérieuse. Et du coup, Totem, pour donner l'idée en deux phrases, le but c'est de créer des micro-magasins en fait dans l'entreprise en libre service, avec principalement tout ce qui est alimentaire, du café jusqu'au repas. Donc finalement un peu le monop, le convenience store, on va le remonter directement dans les bureaux et permettre à l'entreprise de choisir quels produits ils veulent mettre gratuitement et quels produits ils veulent mettre en payant en fonction de leur budget. Donc ça permet vraiment de créer un lieu social, d'où le nom Totem, pour rassembler les équipes et faire en sorte qu'on gagne du temps, de l'efficacité, plutôt que d'avoir à sortir du bureau. Donc cette belle activité B2B, comme le disait David, on est passé de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec plus de 8 000 employés nourris à zéro en une semaine. Waouh. Et du coup, juste pour bien se représenter, c'était quoi le genre d'entreprise? C'était plutôt sur des grosses startups, plutôt sur des grands groupes Alors, au début, je dirais que quand on a commencé à commercialiser, moi j'ai utilisé mon réseau proche, The Family. Je suis allé les chercher à la main pour les 20-25 premiers. Mais depuis, on est vraiment un peu sorti de juste l'écosystème tech. Donc, on va avoir des clients qui peuvent effectivement être un Google, un Airbnb, qui vont être vraiment de cet écosystème-là, avec une culture aussi qui est vraiment d'offrir toute l'alimentation à leurs employés. Google Food, le programme Google Food, c'est 104 000 repas par jour. Un petit chiffre un peu marrant. Donc, ils ne font pas que de la tech, ils font aussi pas mal de food. Et on va avoir de l'autre côté, on est en train d'avancer avec un groupe du CAC 40. Là, ça va se concrétiser dans le mois qui vient. On va avoir des startups dans des grands groupes comme Monitor Deloitte. On va avoir vraiment un panel assez large, pas mal d'SS2I. Allô, je t'ai perdu. Allô, allô. Parle pour voir. Allô? Ouais, là c'est bon, Alors, il y a eu un bug, ça a déclenché l'application Zoom sur le téléphone automatiquement. Ok, donc merci pour cette présentation. Si vous avez des questions dans le chat pour Raph, n'hésitez pas à les poser en même temps. Ok, et donc là tu avais levé des fonds sur Totem? Alors, au début, on a mis 3 000 euros. On a développé ça en allant à Rungis à 4 heures du matin acheter nos produits. Je préparais moi-même dans le salon de The Family. J'allais livrer jusqu'à lundi 13 heures. Et après, j'avais le reste de la boîte, fin de la semaine, disons, pour travailler sur la boîte. On a fait ça jusqu'à 40 000 euros par mois.
en gérant notre BFR seulement avec l'argent du départ et en grossissant toutes les semaines. Et là, on a fait une levée de fonds de 1 750 000 avec trois fonds, un fonds espagnol, Samay Pata, Kima de Xavier Niel et Tecton Ventures, qui est un fonds aussi un peu international. D'accord, ok. Donc vous aviez un peu de cash et tout ça, c'était pour grossir et vous aviez une belle croissance du coup ces derniers temps. Donc ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Donc Mhm. l'argent a clairement eu le temps d'être utilisé à bon escient et mauvais escient. Donc il y a forcément des erreurs. Mais grosso modo, on était vraiment sur une très belle courbe de croissance, notamment en fait sur les 6 derniers mois. Donc on était sur du 20-25% de croissance depuis le début là, de l'année. Donc en janvier, en février. On allait faire clairement le record en mars et bien au-dessus de nos prévisions jusqu'à ce que le coronavirus vienne bloquer un peu la partie. Mais oui, on a connu une croissance vraiment rapide de au moins 15% par mois depuis le début. Waouh, ah oui, c'est énorme. Euh, et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, ou le dur du sujet, je ne sais pas, comment ça s'est passé pour toi le début de la crise? Déjà, est-ce que tu l'as vu un peu arriver Je pense que je suis passé un peu par tu vois, toutes les phases. Là, tu as toujours le déni, la colère. Et du coup, ça a commencé avec une recrue que j'ai qui était un des hauts placés chez Elior, qui lui, je pense, voyait pas mal de collègues dans des grands groupes commencer à regarder le coronavirus de manière plus active. Alors que moi, j'étais dans un spectre à la semaine. Non, non, mais là, on grossit de 5% par semaine. T'es mignon, mais moi, je grossis de 5% par semaine. Et j'ai commencé en fait, du coup, le fait qu'il m'a vraiment dit il faut que tu regardes, j'ai commencé en fait à vraiment collecter les informations sur Twitter, un peu partout à partir de ce moment-là. Donc moi, j'avais déjà décidé de mettre tout le monde en télétravail, de mettre des mesures d'hygiène, de mettre les masques, de commander du gel hydroalcoolique. Et tous ces éléments-là, je l'avais déjà mis en place avant l'annonce de Macron. Et j'avais par exemple proposé à tous mes clients le vendredi qui était du coup avant le mardi de Macron, est-ce qu'ils voulaient vraiment se faire livrer parce que je pensais que ça allait pas être le cas, que ça allait être fermé la semaine d'après et qu'ils pouvaient annuler leurs commandes, etc. Donc j'avais vu ça venir. Du coup, on a mis tout le monde en télétravail. La première semaine, je dirais, c'est tout le monde en télétravail. On a fait des workshops menés par l'équipe tech sur comment utiliser Asana, faire des backlogs produits, tout reprioriser, gestion de produits, de projets. Et du coup, on a passé toutes les équipes, en fait, les 30 personnes se sont mis sur des projets vraiment long terme, sur du 1-2 mois. Moi, j'avais directement, disons, cette perspective-là de temps. Donc, j'ai vraiment fait en sorte qu'on se dise, en fait, il y a vraiment un virage, on ne va pas travailler de la même façon, donc autant se mettre directement dans cette position-là. La première semaine, par exemple, mercredi après-midi, je leur ai dit, écoutez, prenez tous votre après-midi, regardez où est-ce que vous êtes, si vous avez un bureau, si vous avez un siège, si vous avez un écran, de quoi avez-vous besoin pour travailler, parce que ça va durer en fait, ça ne va pas être 2 semaines. De toute l'information que j'ai me donne que ça ne va pas être 2 semaines. Donc on a vraiment fait ce virage-là. Et en parallèle de ça, j'ai mon head of supply qui est un ancien entrepreneur qui avait monté une boîte de livraison de courses en B2C à Lyon et qui avait levé 2 millions avec Carrefour, qui arrive un peu en toquant en me disant hey, moi j'ai fait un Shopify, on peut lancer du B2C. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans ma logique de non, je vais caler mes équipes. Donc, je lui dis non, non, mais tais-toi, ça va être le bordel. Là, si on commence à faire ça sans y réfléchir, ça va être le bordel. Et en fait, à partir de ce week-end-là, je commençais à prendre des informations partout sur quelle était la situation dans le retail. C'est-à-dire, est-ce que Franprix, Monoprix, tout ça arrivait à assurer les commandes? Est-ce que toi, tu pouvais trouver un créneau sous 24 heures ou sous 5 jours? Et en fait, tous mes amis autour de moi étaient là, ouais, là, je suis à 4 jours, là, je suis à 5 jours. Là, c'est compliqué. Du coup, j'ai commencé à appeler différents CEO de boîtes dans le domaine à Paris. Et comme je connais Jacques de Jo, j'appelle Jo qui travaille du coup avec Auchan, Leclerc, Monoprix et je lui demande comment ça se passe. Et il me dit bah, il y a des ruptures partout, on n'arrive pas à assurer toutes les commandes, il y a beaucoup trop de gens sur l'application. Et du coup, en fait, on est arrivé à une espèce d'évidence de bah, tiens, moi, je vais plugger mon entrepôt, mes produits, mon savoir logistique
sur ton interface et tes commandes en trop, je vais venir les gérer. Et en fait, on a fait ce choix-là en un quart d'heure. En fait, au lieu de faire une prise d'information, on s'est dit, bon, vas-y, on le lance. On s'est donné le go un mardi et le mercredi de la semaine d'après, on a fait notre première journée avec plus de 20 commandes, avec une intégration qui est 100% complète, c'est-à-dire que leurs commandes sont envoyées dans notre back-office, qui va l'envoyer dans un chariot connecté pour préparer la commande et avoir zéro rupture, jusqu'à l'application de livraison qui va notifier avec un SMS que ça va arriver. Donc, on a vraiment toute la chaîne qu'on avait créée en fait pour le B2B, qu'on a un peu tweaké, un peu twisté et qu'on a rebranché en fait assez directement sur le B2C. Et voilà, en une semaine, on avait fait plus de 100 commandes et un peu plus de 10 000 euros. Alors, c'est bon, déjà, waouh, c'est ouf, c'est beau, c'est rapide. Alors, je vais revenir un peu en arrière et on va redécrypter tout ça parce que tu nous as quand même raconté beaucoup de choses. Donc, déjà, sur la réaction vive, juste pour qu'on se représente, tes équipes aujourd'hui, ça représente quoi? Tu nous as dit une trentaine de personnes. On est alors 28. euh, on est 28. On va avoir 6 personnes du côté de la tech. On va avoir 4 opérationnels vraiment dans l'entrepôt. 2 opérationnels qui vont être supply et vraiment directeurs des opérations. Et ensuite, on a là une équipe commerciale qui est plutôt de 12 personnes, 12-13 personnes, avec 2 account managers. Donc, ça, vraiment, la force commerciale qui est dédiée au B2B. Voilà, Donc, c'est ça, tu as une équipe qui est quand même full B2B. Et j'imagine que pour générer plusieurs centaines de milliers d'euros de CA par mois, tu as aussi des coûts qui doivent être assez conséquents qui sont associés à ça. Donc, quand tu tombes à zéro, alors certes, là, du coup, tu as eu ton rebond, mais il doit y avoir aussi un peu la phase de comment je fais pour rééquilibrer. pour, pour être honnête, le rebond, il arrive, mais il n'est pas Oui, encore suffisant, hein, bien clairement. sûr. On espère quasiment doubler là, chaque semaine en termes de volume de commandes. Et on peut en fait gérer là, facilement. On me donnerait 5 fois plus de commandes demain, j'arriverai encore à les gérer par rapport à ma capacité de B2B où je faisais 5, 6, 7, 8 fois plus que ce que je fais aujourd'hui sur le B2C. Donc, on a encore de la marge. Du coup, nous, en termes de coûts, effectivement, il y a toute une partie qui va être tes salaires, hein, qui est évidemment la partie la plus importante, même sur un business opérationnel comme nous. Derrière, nous, on a du coup, je dirais, tous les coûts fixes d'une entreprise que tu vas voir, qui sont l'admin, tes softwares, ton software de paye, ta comptabilité que tu es obligé de maintenir, qui sont un peu ta fonction support. C'est un peu ton service public, mais à l'échelle de l'entreprise. Et ensuite, tu vas avoir, nous, dans notre cas, tout ce qui est loyer, des emprunts, du leasing, parce qu'on a beaucoup d'équipements. Et ça te fait un bon petit paquet de coûts fixes qui, eux, sont difficilement, tu peux difficilement y toucher. Bon, nous, on a quand même réussi à enlever quasiment la moitié. Wow. Alors, comment C'est-à-dire, tu vas enlever la moitié là-dedans? Ouais. le loyer, il est renégocié sur une année. C'est-à-dire que j'ai rien pendant 3 mois et après, ça va être étalé sur tous les mois qui suivent, disons un neuvième du trimestre. Ensuite, le leasing, ça, grâce aux mesures du gouvernement, on peut demander un report des échéances de 6 mois à sa banque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Moi, j'ai mis une règle un peu, voilà, tout ce qui est plus de 1000 euros, on va regarder jusqu'à la facture pour aller la négocier. Donc, clairement, il y a un énorme travail de cost cutting qui est, on a rendu jusqu'à rendre notre camion qu'on loue sur Avis parce que c'est 750 euros par mois, on est allé le rendre et on le récupérera dans 2 mois, quoi. Il n'y D'accord. a, pas une dépense qu'on ne vient pas enlever si elle n'est pas nécessaire. Et le but, c'est d'enlever tellement que tu puisses investir là où ça va servir maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on dépense plus qu'avant. Donc, c'est vraiment, en fait, OK, on va vraiment regarder ce qui est 100% vital pour la boîte et vraiment vital, pas agréable, vital. Et après, on réinvestit sur d'autres sujets
qui vont nous permettre là d'avancer plus vite. Donc là, Et c'est du coup, vraiment toi et tes associés qui reprennent ligne à ligne. Enfin, c'est vraiment l'équipe fondatrice qui prend ligne à ligne tout ce qu'il y a, ouais, tout ce qu'il y a dans les coups, quoi. moi, mon associé, j'ai deux associés. Il y en a un qui est mon meilleur ami, l'un qui est mon cousin. Donc, c'est business en famille. Et du coup, celui qui s'occupe de la partie finance, c'est mon cousin. Et il se trouve qu'on est sur un business depuis le début qu'on a dû apprendre à gérer et autofinancer pendant très longtemps. Donc, nous, la gestion du cash, c'est à peu près le centre de notre business, de gérer du BFR, de gérer des délais de paiement, d'optimiser ces temps-là, d'optimiser le stockage. On a une complexité financière qui est énorme parce que tu as à la fois des abonnements, des immobilisations. Enfin, c'est une partie qui est assez compliquée, mais ce qui fait qu'on a appris à la maîtriser très tôt. Et on a eu des périodes où on a dû faire par exemple un bridge. Donc en fait, moi j'ai fait un bridge une semaine avant le coronavirus. Et c'était assez pour aller jusqu'à la profitabilité parce qu'on grossissait bien. Et là, boum, j'ai même pas eu le temps de faire une soirée pour me dire on a de l'argent pour aller au moins jusqu'à la profitabilité et faire une belle série A, mais quand on a envie de la faire, je suis passé de cette réalité-là à merde, j'ai zéro revenu et je perds plus de 100 000 euros en plus que ce que je perdais déjà, donc qui était assez faible, on perdait 50 000 euros par mois. Le burn on allait faire 30 000, puis 10 000 et on était quasiment bon. Et là, boum, tu te retrouves à 160. Donc nous, là, on a vraiment décidé de se dire, en plus, on sait que si ça reprend, on doit tenir 3-4 mois avant d'être profitable. Donc on s'est dit, on diminue au maximum. Il y en a qui sont évidemment au chômage partiel, etc., etc. Ok, super. Ouais, Et je merci. dirais Merci. que un dernier élément de gestion de coûts pour ceux que ça Mhm. intéresse, il y a vraiment combien tu dépenses, mais il y a juste la question de tout ton encours client et tout ton encours fournisseur. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre quand est-ce que tu vas devoir payer de l'argent et qui te doit de l'argent. Mais typiquement, nous, un stock, normalement, on achète un stock, on va le vendre dans le mois. Là, si mon stock il dort pendant 3 mois, je vais l'acheter, mais il va me servir à rien. Donc, j'ai évidemment un intérêt de limite revendre tout mon stock, pas parce qu'il va perdre en valeur, mais parce que dans ce cas-là, c'est du cash que j'ai pas sur mon compte en banque. Ok. Et du coup, tu l'as revendu ou tu l'as utilisé pour le B2C? Alors, on l'a réutilisé pour le B2C. J'étais content de l'avoir sous la main, même s'il y a eu un énorme travail. On a rajouté 300 références en une semaine sur du riz, des pâtes, des œufs et plein de trucs du quotidien qui sont en plus des produits en ce moment qui sont en rupture et qui sont durs à trouver. Donc, on a récupéré voilà, quasiment 100 références du B2B. On a rajouté 300 références de tous les jours, des produits d'hygiène jusqu'à la litière pour chat. On peut à peu près tout trouver là sur Jototem, honnêtement. Et du coup, ouais, le reste, on a récupéré ce qu'on avait déjà. Oui, parce que ce que j'allais dire, en fait, votre force, elle est certes sur la logistique et certes sur le fait que vous aviez un stock et la capacité à gérer ce stock et l'approvisionner déjà pour des grands groupes, mais finalement, les besoins des consommateurs et en particulier des consommateurs pendant la crise, ils sont quand même vachement différents de ceux que tu devais avoir euh, quand tu livrais des entreprises. Donc déjà, pour revenir un peu sur cette phase-là, donc là, tu as un call avec le mec de Joe et qui te dit bon bah voilà, moi je veux une opportunité, on y va. Comment tu te structures pour faire ça? C'est genre enfin, qui est-ce que tu mets dans la boucle, avec qui tu décides, comment tu avances? Alors là, c'est vrai que, comme je disais, j'ai mis vraiment tout le monde sur des projets long terme. Donc, disons, tout le monde était occupé, focus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai vraiment pris que dans mes execs, donc mon associé CTO, Head of Ops, Head of Supply. On était vraiment que à 4. Et à 4, on a itéré hyper vite. Parce que tu peux pas inclure trop de personnes dans un projet comme ça au début, parce que entre deux appels avec Joe ou avec ton prestataire de livreur ou avec ton fournisseur, la situation, elle peut être ça marche pas, ça marche pas. Donc, si tu fais ça sur 30 personnes, tu te retrouves à gérer. Enfin, c'est trop compliqué. Donc, il faut un peu être en mode mission commando. Et une fois que tu as ton plan, bah là, tu peux inclure tout le monde, tu peux l'organiser. On crée des channels Slack en commun. Il y a 2 AM qui vont faire le SAV. Toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Mais avant qu'il y ait un plan précis, le plus petit comité possible, avec que des gens qui savent prendre du risque et de la décision rapidement. D'accord, ok. Et,
Et l'autre partie, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, toi, tu avais des sales B2B, donc qui savaient vendre aux entreprises. Et là, d'un coup, tu dois attaquer le marché de la grande consommation. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a Joe ou comment vous êtes organisé pour ça? Comment vous saviez que vous pouviez le faire? Alors concrètement, aujourd'hui, nous, faut imaginer qu'on ne s'occupe pas vraiment de l'acquisition dans un premier temps, puisque c'est vraiment Joe qui avait trop de demandes clients. Donc ça nous a permis de lancer sans faire d'effort d'acquisition et d'avoir déjà un certain volume qu'on est en train d'accentuer. Eux, ils vont aussi pousser de l'acquisition sur les réseaux sociaux ou sur des personnes qui n'arrivent vraiment pas à commander sur d'autres plateformes. Donc on a un flux de nouveaux clients. Et après, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, enfin, il y a plusieurs choses, il y a trois choses. Donc, on propose à tous nos clients B2B de décaler leur budget qu'ils avaient en snacking, grosso modo, en promo code. Donc, imaginons, ils dépensaient 3 000 € par mois chez Totem pour 60 employés. OK, votre budget, c'était 50 €. On vous propose, pour proposer de la convivialité à la maison, de passer ces 50 € à vos employés directement pour qu'ils commandent des courses chez eux et qui retrouvent les produits qu'ils avaient dans leur cafétéria. Donc là, tu as pas mal de boîtes qui nous soutiennent, qui vont offert 20 € ou 30 € ou 40 € pour l'ensemble de leurs employés. Et du coup, ils viennent sur la plateforme, ils peuvent retrouver les produits, je ne sais pas, voilà, le Club Maté qu'ils adorent, le Kinder Bueno et qui fait tant de discussions autour de la machine à café. Et ça permet de continuer de créer du lien pour les ressources RH, de la convivialité et de montrer qu'il y a encore ce cas-là. Donc, on a ce cas-là où on est en train de pousser sur beaucoup de boîtes. On le fait aussi sur des nouveaux prospects ou des gens qu'on allait closer en disant en fait, Totem est déjà là, vous pouvez déjà proposer du bien-être pour les gens. C'est bête, mais envoyez des bières à vos employés, organisez un apéro sur Zoom et en fait, vous commencez à recréer du lien. Et il va falloir qu'on instaure ce type de choses-là parce que ça va prendre un peu de temps avant que les gens se revoient en physique dans un bureau. Ensuite, on a aussi des boîtes qui ont décidé de passer l'intégralité de leur budget sur de la livraison d'hôpital. Donc, je ne sais pas, tu me livres 500 €, je veux que tu le livres directement à l'hôpital. Donc ça, on le fait aussi pour pas mal de boîtes. Et en fait, dans tout ce qu'on a mis en place pour Joe, moi, j'avais vraiment envie de s'inscrire dans quelque chose d'utile en ce moment. Donc, on a un gel hydroalcoolique dans l'intégralité des commandes. Et toutes les 20 commandes, on offre une commande de 100 € à quelqu'un du personnel soignant. Donc, on a des contacts dans les hôpitaux qui nous donnent des gens qui ont besoin d'avoir des courses. Et nous, dès qu'il y a 20 commandes, on envoie un email avec un promo code pour que cette personne puisse commander en ligne et que ça leur serve aussi. Bravo, Et donc là, le troisième truc qu'on veut faire, c'est des events, comme je te dis, d'apéro, c'est-à-dire prendre nos office managers, prendre nos clients, prendre un thème, comment travailler en remote, leur envoyer un promo code pour qu'elles puissent commander ou tous ceux qui veulent des bières chez eux pour faire un apéro. Et puis comme ça, on discute. C'est un moyen pour eux de tester le service et de rester top of mind de tous nos clients B2B, avec qui évidemment on est pour la plupart engagés annuellement et avec qui on va continuer de créer à l'avenir. Ouais, donc en plus, vous êtes vraiment passé de qualité de vie au travail à qualité de vie au travail à la maison. Ma femme était, voilà, on le sait depuis quelques semaines, le nouveau bureau, c'est la maison. Donc, en fait, c'est une évidence que Totem vous suit à la maison et voilà comment ça marche. Voilà, donc ça pour moi, je trouve vachement bien comment les startups doivent rester au contact de leurs clients, enfin surtout pas attendre la fin du confinement, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais rester au contact pour essayer de comprendre comment les besoins évoluent et trouver d'autres manières de communiquer. C'est comme quand on va mal dans sa vie perso, c'est là qu'on voit les vrais amis. Et en fait, si on comprend ça, on comprend que c'est une période où on va peut-être pas développer du business, mais on va créer une relation qui est unique avec son client. Et dans la vie de tous les jours, où il y a beaucoup de bruit, c'est très dur de créer cette relation. On sait que l'attention, elle est très dure. Donc là, quand il y a un peu de nervosité ou la capacité de parler de vrais problèmes, ou aller en amont de problèmes, typiquement, moi, il y a des boîtes, je savais que dans leur secteur, c'est très compliqué en ce moment. On leur a proposé directement de voir comment on pouvait couper les frais d'abonnement au maximum pour que ce soit plutôt quelque chose quand ça va reprendre pour eux. Donc, si on arrive à vraiment venir aider à résoudre des problèmes du client, là, on apporte beaucoup de valeur et c'est un moment où on peut créer des relations qui sont uniques. Donc, je pense qu'il faut rester hyper au contact, pas vouloir vendre, savoir que le ROI va être long terme en fait, mais vraiment vouloir aider en fait. La générosité, elle marche très très bien.
et en fait, on va le récupérer parce que les gens derrière, quand on va avoir un renouvellement contrat, ils se rappelleront que Totem était là pour les aider à ce moment-là. Et je pense que c'est hyper important d'avoir cette culture-là dans la boîte. Yes, ok. Et sur le B2C, c'est un truc que vous allez continuer après le confinement. J'ai vu que là, alors je ne sais plus quelle étude montrait ça, mais c'est vrai ça a peut-être déclenché des nouvelles habitudes consommateurs. Je crois qu'il y avait 20% des gens qui n'avaient, enfin, il Pas y a commande bien. 20% de personnes qui se sont mis à commander des courses en ligne. Il y en a 50% qui ont dit qu'ils le faisaient plus qu'avant depuis le début du confinement. Tu vois ça comme une tendance qui va rester, une offre à vous qui va rester? Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que en fait, le B2C, c'est quelque chose que j'avais commencé en fait à réfléchir sur les 3 derniers mois de manière générale. Et il se trouve que j'avais fait tout un business plan pour essayer de comprendre certains modèles sur ce business-là. Donc, j'avais déjà beaucoup de repères en termes de coûts, de marge, de comment ça pouvait marcher. Et du coup, j'ai pu en fait faire mon business plan. J'en avais un sous la main que j'ai sorti en 1 heure pour Joe et ça m'a permis d'avoir tout de suite du cadre. Donc moi, la façon dont je vois ça, c'est effectivement, si tu regardes des chiffres aux US, la première semaine de mars, tu avais 11% des gens qui commandaient en ligne. Aujourd'hui, on en a 37. Donc tu as vraiment un mouvement comme tu en vois rarement vers du en ligne. En France, on est 4,5% en ligne, c'est rien. Donc l'infrastructure aujourd'hui de livraison en ligne de Drive, elle est sous-dimensionnée, elle est dimensionnée pour 4-5%. Et là, en ce moment, on est à 40. Et moi, mon intuition, c'est qu'à la sortie de crise, on sera au moins à 10. Et passer de 5% à 10 sur un marché comme la livraison de courses, on parle de 10 milliards de création de valeur. Sachant que donc, ça veut dire qu'il y a de la place sur le marché pour 10 nouveaux acteurs d'exploser. Après, sur le long terme, bon, va falloir se défendre, il y a de la compétition, mais a priori, il y a beaucoup de place. Donc nous, dans l'idée, on sait qu'on ne peut pas aller taper de manière frontale contre un Monoprix, un Carrefour. On n'a pas la taille, on n'a pas la puissance marketing et on n'a pas 15 000 références. Donc on arrive à créer quelque chose qui est différent, pour moi, qui est un positionnement plus sur de la convenience, donc de la livraison rapide, avec un peu moins de produits, mais vraiment les produits de tous les jours et sont toujours disponibles. On va essayer de le distribuer par le canal B2B parce que c'est là qu'on a une vraie relation et en fait, on peut le faire sans frais marketing juste parce qu'on est déjà présent avec une cafétéria sur place. Donc, en fait, une affiche et tu peux déjà commencer à convertir des gens et tu as déjà cette confiance. Donc, nous, notre but, c'est de manger un maximum de parts de marché et d'aller vers le B2C. On a déjà une dimension B2C puisque les gens peuvent payer dans nos micro-cafétérias. Donc, le but, c'est de l'accentuer et de passer d'un business qui est B2B, très récurrent, très stable, et de proposer au fur et à mesure des offres qui se rapprochent de plus en plus du B2C. Et aux États-Unis, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle GoPuff. Eux, ils te livrent n'importe quoi à partir de 20 euros en 20 minutes, quoi. Et c'est la convenience absolue de la livraison. En Ce que 20 tu peux minutes? voir en France. Ouais. Bah là, Uber Eats et Deliveroo viennent d'ouvrir Carrefour et des convenience stores, c'est-à-dire que tu peux avoir des restaurants, rajouter des convenience stores et rajouter ton supermarché et tu peux faire tes courses directement sur leurs applications et eux, ils vont se plugger sur des Carrefour, etc. Donc là, on est en train de réfléchir à lancer Uber Eats et Deliveroo de la semaine prochaine ou la semaine d'après, histoire de rajouter des canaux et de voir un peu ce que ça fait dans la grosse machine et le back-end. D'accord, ok. Donc c'est vrai que vous, sur la chaîne, en fait, vous êtes beaucoup moins positionné sur la partie acquisition et contact client pour l'instant sur le B2C et beaucoup plus en fait comme des concurrents des grosses chaînes. On veut vraiment développer une application en propre, mais par le B2B, parce que en fait, nos clients, ils scannent le produit et vont payer directement sur leur application mobile. Donc en fait, on a déjà une application et le but, c'est de partir de cet usage-là et de leur proposer déjà d'acheter des produits qu'ils retrouvent dans leur cafétéria pour chez eux et ainsi de suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, aller en frontal sur Carrefour, Auchan, Uber Eats, Deliveroo, on n'a pas les moyens marketing pour le faire, donc il faut être plus intelligent. Faut quand même mettre sa marque avec des sales indirects comme avec Joe. Faut montrer qu'on est là, mais faut trouver le bon moyen pour avancer. Et il y a Françoise qui nous pose une question. Est-ce que tu penses qu'indirectement,
peut-être que le télétravail va aussi un peu plus rester dans les entreprises. Est-ce que cette offre-là que tu es en train de développer en ce moment, de garder le lien en télétravail avec les employés, tu penses que tu vas la garder à plus long terme ou pas? Bah, je sais que nous, on a des clients où il y a 20-30% en remote et ils aimeraient pouvoir proposer en fait des perks, des avantages pour tout le monde. Donc ça, clairement, on va le garder. Je pense que c'est un vrai intérêt. Après, moi, sur le télétravail, je pense qu'effectivement, on va avoir de plus en plus de gens qui vont bosser un à 2 jours chez eux. Je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a à peu près il y a 29% des boulots en France qui se font vraiment bien en télétravail. Les autres, il va manquer quelque chose. Donc, se rappeler que ce n'est pas toute la population. Et ensuite, pour moi, l'enjeu, c'est pas de dire on bosse mieux à la maison, on est plus efficace, parce que là, on commence à voir que la dimension sociale, bon, elle commence à nous manquer. En fait, c'est pourquoi tu vas au bureau. La vraie question, c'est pourquoi tu vas au bureau et quel est l'intérêt. Donc, l'intérêt, c'est de sociabiliser. C'est la mission de Totem depuis le début. C'est que le bureau soit plus attrayant que de travailler chez soi. Moi, pour avoir visité 350 bureaux sur les 3 dernières années, il y a des bureaux qui m'ont marqué. Tu vas prendre le bureau de My Little Paris, ça va ressembler à un salon de lecture presque du 18e siècle. Et tu as envie de lire, tu as envie d'être créatif, tu as envie. Enfin, en fait, ça va t'aider à faire ton job. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bureaux presque qui ne t'aident pas à faire ton job. Tu vas avoir d'autres boîtes comme Minute Buzz, ils vont avoir un studio vidéo et un studio photo. C'est beaucoup mieux que de l'avoir chez soi. Donc, pour moi, la question, c'est comment faire en sorte que quand tu vas au bureau, c'est plus efficace que d'avouer qu'il n'y a pas que du travail et qu'il y a de la sociabilisation et un esprit d'équipe où tu vas au bureau juste pour ça. Ce n'est pas forcément pour travailler. Et après, oui, il y a de l'efficacité quand tu vas travailler chez toi. Mais en fait, les deux doivent exister et dire alors ça, il faut fermer les bureaux. Je pense que c'est le mauvais raisonnement. Le bon raisonnement, c'est pourquoi les gens ne veulent pas aller au bureau aujourd'hui et comment tu peux faire en sorte qu'ils aient envie. Ok, très cool. François, j'espère que ça répond à ta question. Si vous avez d'autres questions, là, on va vraiment ouvrir au Q&A. En attendant que vous en écriviez, moi, j'en ai peut-être une dernière pour toi, Raphaël. C'est peut-être à destination Anne-Sophie, tu peux aussi la poser dans ce chat-là. Hein, t'inquiète, on voit la question. C'est peut-être ce serait quoi ton conseil à destination des entrepreneurs, soit qui se lancent, soit qui sont dans une start-up un peu en difficulté à cause de la crise, peut-être sur le maintenant et sur le après, parce que la crise financière fait un peu peur. Ouais, bah, c'est dur de donner des conseils, disons, très généraux. Mais moi, je dirais de un, c'est faut une prise de recul qui est énorme. Cette prise de recul, il faut la faire via du contenu ou des personnes qui ont déjà vécu des crises. Donc moi, j'ai fait tout un travail de regarder tous les documents importants que je pouvais trouver sur la crise de 2008. Et en fait, c'est nouveau, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites en 2008 avec des contenus qui sont hyper bien, à la fois pour des startups, pour des entreprises. Tu peux trouver des articles entiers qui vont t'expliquer comment ils ont coupé leurs coûts, qu'ils pensent qu'ils ne l'ont pas fait suffisamment, qu'il fallait le faire plus, que vaut mieux, disons, s'amputer d'un coup que de mourir d'égratignure parce que tu n'as pas osé et que tu essayes de réduire les coûts au fur et à mesure. Enfin, tu as énormément de conseils. Donc déjà, prendre ce recul-là. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise. Il y a déjà des gens qui en sont sortis. Et après, aller comprendre comment ceux qui en sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là aussi, il y a des histoires sur des boîtes qui sont sorties de la crise de 2008 bien plus fort, que ce soit un Airbnb. Airbnb, ils sont sortis de cette crise-là, justement parce que les gens avaient besoin d'un peu plus de revenus et que du coup, ils étaient prêts à faire confiance et donner une pièce chez eux. Bon, là, la crise les aide dans l'autre sens cette fois-ci, comme quoi toutes les crises sont un peu différentes. Mais pour moi, il faut vraiment comprendre en fait comment ça marchait avant, qu'est-ce qui va marcher après. Ça permet de casser aussi toutes les barrières, c'est-à-dire que nous, on avait une barrière B2B qui était vraiment bloquée, alors qu'en fait, si je réfléchissais, moi, demain, je lance un entrepôt B2B, il y a 80% qui est similaire. Donc, en fait, c'est l'apparence qui est différente entre B2B et B2C, mais il y a énormément de choses qui sont communes. Et en fait, il faut vraiment réfléchir à sa boîte, quelle est la partie. On a peut-être perdu des utilisateurs parce qu'en fait, la demande et la supply, elle a bougé. Mais du coup, le besoin au milieu, il est toujours assez similaire. Et du coup, il faut aller se repluguer à un autre endroit, quoi. C'est vraiment comme si on avait bougé toutes les chaises de la table
Et maintenant, en fait, faut regarder ailleurs pour regarder où est-ce qu'il y a le besoin. Est-ce qu'on peut toujours apporter la même valeur? Est-ce qu'il y a une ou deux features sur un produit qu'on peut changer pour un nouveau pool d'utilisateurs qui peut l'utiliser? J'aimais beaucoup, il y a eu un podcast là d'Antoine Martin hier et il disait, se sont rendu compte qu'en ce moment, les chauffeurs de camions en Norvège, pour pouvoir se retrouver et même savoir où est-ce qu'il y a un restaurant qui est ouvert, bah, ils utilisent Zenly parce qu'ils ont la géolocalisation de tous leurs amis coursiers et ainsi de suite. Et puis ils viennent de découvrir que les mecs, ils ont deux portables, donc il y a plein de petits usages comme ça et en fait, il faut aller comprendre où est-ce qu'il y a des nouveaux comportements, où est-ce qu'il y a des choses atypiques où il y a vraiment une demande infinie. Et je pense qu'en ce moment, soit c'est évident et ça explose, soit il y a un silence parce que c'est pas utile en fait. Il y a plus de bruit en ce moment. D'une certaine façon, il n'y a plus de bruit. Et du coup, si on a une bonne value proposition sur le bon persona, on peut tester à une vitesse incroyable. Et je pense qu'il faut tester beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, c'est juste que le bon utilisateur, il est peut-être plus exactement au même endroit. Ok, super, merci. Et il y a une question d'Anne-Sophie qui dit qu'elle vient de tester ton site et qu'elle, qui vient de la grande distrib, elle est bluffée. Et donc, sa question, c'est comment sont gérées les relations clients en B2C? Comment vous avez prévu de gérer ça avec les magasins? Alors, je comprends pas la partie magasin, mais je comprends le reste. Donc là, la relation B2C, donc c'est vraiment un partenariat avec Joe. Moi, Joe, je les connais bien. En fait, on apporte vraiment les deux côtés de la pièce. L'un, le fait de pouvoir garantir des meilleurs produits, des produits bio qui viennent de Rungis, pas de rupture de commande et une livraison qui est rapide. Ça va être vraiment la proposition de valeur de Totem avec une dimension technologique qui permet de vous faire en sorte que si un produit est affiché, il ne va pas être en rupture. Et de l'autre côté, Joe, il nous apporte aujourd'hui vraiment une expérience qui est super fluide. On avait hésité à faire notre application, on s'est dit, ils ont déjà un super usage qui permet de faire des recettes, qui permet de faire du rayonnage, d'enlever des produits et d'avoir de la personnalisation. Donc, on a décidé de prendre ça. Aujourd'hui, eux, ils vont s'occuper en fait de tout le SAV par rapport à la partie digitale, application. Et nous, on va s'occuper, disons, du SAV purement logistique, c'est-à-dire s'il y a un problème avec un livreur, s'il y a un problème de code, toute cette partie logistique, aujourd'hui, c'est nous qui la gérons. Mais on a créé un SAV commun où on voit tous les messages de support qui passent. Et en fait, en fonction du sujet, on va l'attribuer d'un côté ou de l'autre de manière assez claire. Donc, on compte vraiment garder ce lien-là. On essaie de faire des opérations marketing ensemble, que ce soit le gel hydroalcoolique, l'acquisition, la façon de communiquer, pour vraiment que ce soit cohérent et qu'il n'y ait pas de troubles et qu'il y ait une vraie transparence pour l'utilisateur final. Donc voilà un peu. Voilà. Ah, Donc, ça Anne-Sophie c'est répond, je pensais au supermarché, notamment quand on connaît la difficulté pour avoir toujours nos stocks à jour pour le drive. Alors, nous, la grande particularité, c'est que on a digitalisé vraiment l'intégralité du flux logistique. C'est-à-dire qu'on va avoir une application à l'entrée, à la réception des achats, qui va nous permettre, grâce à des scans de code barre ou de QR code, de savoir exactement les produits qui sont arrivés dans l'entrepôt et qui sont disponibles. Et ensuite, via les chariots connectés, on sait exactement quel produit sort de l'entrepôt. Et après, on fait des inventaires même toutes les semaines pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, on a une synchronisation en temps réel du stock. Et après, d'un point de vue technologique, en fait, on a un stock physique, on a un stock alloué au B2C et on va avoir un stock alloué au B2B. Et chacun est un peu en silo et permet de garantir cette quantité-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner aujourd'hui pour avoir quelque chose qui est une vraie bonne expérience pour l'utilisateur final. Voilà, et je pense qu'en effet, toutes les entreprises qui arrivent à avoir un peu ce genre de supply chain, de circuit de supply chain complètement digitalisé, sont celles qui pourront le mieux négocier finalement les évolutions. Parce qu'avec la crise, on va voir des phénomènes de relocalisation ou des phénomènes d'usines qui arrêtent de produire certains composants, comme on a déjà vu avec Apple, qui a dû attendre que Foxconn en Chine puisse se remettre à jour pour sortir son nouvel iPhone SE. Donc voilà, toutes les entreprises qui ont une chaîne de distribution un peu agile, finalement, même si j'aime pas ce mot, sont celles qui arriveront, je pense, le mieux à négocier. Je pense que s'il y a des startups à créer en ce moment, c'est peut-être justement autour de cette supply chain digitale. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Ah, ouais, clairement. Après, il y a
pense qu'il y a aussi, il y a aussi un effet où il y a pas mal de gens qui le voyaient déjà et qui vont exploser maintenant. Souvent, souvent, on ne se rend pas compte, mais on est sur un produit, on est sur quelque chose, on sent une tendance et il suffit qu'il y ait un élément perturbateur ou quelque chose qui fait que d'un coup, ça prend. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui et on se rend compte sur des crises comme ça que plus on est structuré, disons, avec des briques de Lego qui nous permettent de rebrancher un peu notre système en fonction de ce qu'on veut faire, du B2B, du B2C. Nous, on aurait pu proposer, je ne sais pas, demain, on pourrait proposer nos services à des restaurants pour les fournir. Enfin, en fait, il y a énormément de canaux et c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui est similaire à tout ça. Je veux dire, si on fait du ticketing sur des events, on peut probablement faire du ticketing sur des webinars demain. Et en fait, c'est d'arriver à avoir cette flexibilité-là digitale et de pouvoir prendre le risque de tester très rapidement avec une nouvelle landing page où on se dit, OK, s'il y a 100 inscrits, c'est que j'ai un beau concept et après, je peux investir. Ok. Bon, et du coup, si on veut acheter Totem, comment on fait là? Alors, je vais vous remettre le petit lien. Il suffit d'aller sur l'application Joe. Vous allez sélectionner parmi les différentes chaînes de retail et vous allez voir Joe Totem en haut, avant Auchan et tout ça. Je vous offre un petit promo code de 10 euros, Stay Home 10 pour éviter de répandre ce bon virus. Par rapport à la petite question de si c'est un système, oui, on a nos propres entrepôts en propre euh, et, et, euh, et on hésite à l'ouvrir en drive si vous pensez que c'est intéressant. En vrai, on peut faire un test la semaine prochaine. C'est super simple à faire parce qu'on a un échelon de la logistique en moins et il faudra venir chercher ça à Pantin. Et ça permettra peut-être des gens de voir comment on fonctionne. C'est une très bonne idée en fait pour le bouche à oreille, ça je pense. Parce que visuellement, voir ce qu'on fait, nos chariots connectés, ça peut être quelque chose de très sympa, je pense. Bon, est-ce qu'on peut te joindre quelque part si on a plus de questions, Raphaël? J'ai mis un mail hello, mais je peux vous proposer le mien, que ça sera plus simple. Sinon, vous allez déranger tous mes personnes du SAV. Donc, c'est Voilà. Raphaël, RAFAEL, @thetotem.co. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Raphaël, pour ton temps et ta réponse à toutes ces questions. J'espère que tout le monde a apprécié. Et ce live sera redisponible en replay sur YouTube et sur notre podcast La Galère. Merci beaucoup encore une fois, Raphaël, et bravo pour ce virage. De mon côté, s'il y en a qui écoutent ça et qui se disent, bah voilà, inspiré par les propos de Raphaël, moi aussi j'ai envie de me lancer et de lancer ma startup. Chez Start the Fuck Up, on vient de lancer notre programme Flash qui accompagne les jeunes entrepreneurs qui essaient de se lancer, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pardon, mais qui est un programme de coaching intensif en 5 semaines. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur notre site stfu.pro/flash. Je vous dis au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci encore, Raph. Et à très bientôt pour un prochain entrepreneur. Merci à Salut! toi. Au revoir à tous.